Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence dédiée aux traditions, arts et savoirs sénégalais. Nous recevons aujourd'hui Egidia Souto, qui est maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste notamment de l'histoire de l'art et du patrimoine africain. Egidia accompagnera en avril notre voyage au Sénégal. Bonjour Egidia. Bonjour Béatrice, bonjour. Bonjour à ceux et Donc, à celles qui nous écoutent en direct. Donc nous sommes ravis, vraiment ravis de vous accueillir. Vous êtes spécialiste notamment du Sénégal. Bénin Togo aussi, vous allez accompagner un voyage sur cette destination, je crois, en février. C'est ce qui est prévu. Super. J'espère qu'il y Alors, aura ouais. d'autres destinations sur l'Afrique. Ah, ben, on Et là, parle je vois peut-être qu'on a l'Afrique déjà quelques australe. personnes qui nous disent bonjour. Mais bonjour à Je ne sais pas si ceux et tous. celles qui sont là. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, je vois des habitués des conférences qui sont là, qui nous rejoignent. Mais bienvenue, bienvenue. Les prochaines conférences, ce sera le cycle de Thierry Soulard, consacré à l'art gothique, qui commencera en novembre, je crois le 20. Voilà, ce sera notre prochaine conférence, prochain cycle de conférences. Voilà, on a même avec nous Selma Jacques, qui est la responsable de production d'Afrique, qui va assister à votre conférence. Et j'ai dit, OK, Bonjour bah, on Selma. laisse un petit on a laissé un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte et on va pouvoir commencer la conférence. Et Lydia, je vais vous laisser la parole. Nous nous avons hâte de vous entendre sur ce sujet. Bonne conférence. Merci pour la présentation. Je peux commencer? Parce que, Oui, oui, avant de oui. commencer, je voulais vous dire que j'ai nommé cette conférence sous le baobab des ancêtres. Je vais voir que je vais beaucoup vous parler du baobab, que je vais beaucoup vous parler des ancêtres, commencer par une présentation très générale du Sénégal, mais aussi revenir sur des questions dont on parle un petit peu moins. Euh, quand, on, quand on raconte l'histoire du Sénégal, qu'est-ce qu'on raconte vraiment aussi? Alors, tradition, art et savoir sénégalais, et cette idée que lorsqu'on est au Sénégal, le pays de la teranga, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ce mot, la teranga, l'accueil, le calme, le temps. Je me souviens très bien lors de mon premier voyage, et lorsque j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler à Gorée, et je me souviens très bien, en travaillant pour une institution muséale assez importante à Paris, je courais dans tous les sens, et je me souviens de ce monsieur qui connaissait toutes les histoires, et qu'un jour m'a donné rendez-vous à l'allée du Baobab, troisième Baobab. Évidemment, vous imaginez, j'étais encore une très jeune, à peine sortie de l'école, et j'ai ce rendez-vous au troisième Baobab, allée des Baobabs, et il me dit, tu sais petite, ici on tue le temps, là-bas le temps vous tue. Et je n'osais pas lui demander comment j'allais réussir à retrouver cet endroit. Alors le Baobab, ça m'a marqué, d'ailleurs on dit souvent, si tu veux revenir au Sénégal, compte 9 baobabs, le 10e, c'est toi. Le baobab, et vous allez voir qu'on y arrivera presque à la fin sur l'histoire de cet arbre, comme disait Léopold Sédar Senghor, le baobab, sous le baobab, tout se relie, les vivants, les morts et ceux à naître. Et c'est ce geste africain, et je voulais commencer par cette idée de souffle, peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de voix, cette idée que le geste africain est d'abord un geste de partage. Et vous voyez, le drapeau du Sénégal, c'est quoi? C'est ces couleurs qui rappellent que le Sénégal est un pays profondément ancré dans la pêche et dans l'agriculture. Or, comme il est question de parler de partage, j'ai choisi de commencer cette conférence par un tableau d'un peintre, Abdoulaye Diallo. On vous parlerai un petit peu plus tard, lorsqu'on parlera d'art contemporain du Sénégal aujourd'hui. Et Abdoulaye Diallo, qui était le berger de Ngor, bon, il nous a quittés il y a un mois maintenant, précisément il y a un mois. Il a peint ce tableau qui était chez lui et il disait que pour lui, ce tableau, c'était vraiment l'essence du Sénégal. C'est-à-dire ces femmes qui jouent, là vous les voyez, qui prennent le thé, le rituel du thé,
Et pour lui, c'était ce moment entre femmes, un jour de fête, c'était même l'essence de ce qu'on appelle la teranga. Alors vous connaissez, je vois parmi les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, vous connaissez certainement ce mot, la teranga, et quand on parle du Sénégal, pays situé à l'extrême ouest, un pays très riche en histoire, en culture, en tradition, mais aussi en langue, puisque la plupart des langues parlées, c'est le Wolof. Et j'aimerais commencer par ça, par quelques mots en Wolof que vous allez entendre, et vous dire aussi que lorsqu'on va au Sénégal, il faut apprendre cette patience, parce que le temps, il est très long. Alors ça, c'est la base. Pratiquement, de demander à quelqu'un comment il va, ça peut vous prendre à peu près 10 minutes, hein. Et le premier mot, Nangadef, c'est comment vas-tu, comment tu vas. Et on répond presque en grand cœur, Magnifique. Ou alors on peut juste dire magnifique. Magnifique, il va dire je vais bien. Alors ce mot Nangadef, déjà dans cette Nangadef, non seulement vous posez la question si la personne va bien, mais vous vous assurez, pardon, vous assurez d'être en contact avec toute son histoire de famille. Et on peut aussi, si vous demandez Naka Nya Niendo, ça peut aussi vouloir dire comment s'est passée la journée. Naka Subasi, comment se passe ta matinée? Et puis, vous avez une façon, lorsque les gens vous connaissent, lorsque les gens commencent aussi à vous faire rentrer dans leur environnement, on vous demande, c'est une façon très très poétique de demander si tout va bien. Nyam, nya, nyam, nyaham. C'est est-ce que tu es en paix? Et après, la salutation la plus commune, c'est Assalam alaikum de l'arabe. Bon, c'est le salutation traditionnelle, Malaikum salam. Mais dans la même phrase, sachez que juste pour dire bonjour, vous pouvez avoir tout ça. Et hors de question de penser, alors ça c'est une des choses, quand on arrive au pays, la première chose qu'on vous dit, c'est les salutations prennent du temps et elles sont très importantes. Vous savez, ce pays de la Teranga est un pays où on vous accueille et on parle, on raconte les histoires, on s'intéresse à la famille. Alors, j'aurais pu faire encore 4 diapos sur cette façon de dire bonjour aussi, parce que souvent, on va vous demander si la famille va bien, comment va la famille, comment vont les enfants, va, euh, comment va la journée aussi. Et j'ai une formation aussi littéraire, et je ne pouvais pas ne pas, j'ai commencé cette conférence par Abdoulaye Diallo, l'artiste qui nous a récemment quittés, et je ne pouvais pas ne pas vous citer, ne serait-ce que quelques mots de ce magnifique poème que vous verrez assez souvent, que vous entendrez aussi au Sénégal, Birago Diop, le poète Birago Diop. Les morts ne sont pas morts. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous donner tout un cours sur la poésie, mais il est important. Il est important parce que les morts ne sont pas morts. Birago Diop, il va souvent nous inciter, et vous verrez, on parlera aussi de religion, au Sénégal, on parlera de croyances, que bien que ça soit un pays, enfin c'est un pays très ancré dans une spiritualité, on parlera un petit peu de ça aussi après, qui nous incite aussi à avoir cette croyance que toutes les choses sont vivantes, que toutes les choses existent et qu'il y a cet espoir. Écoute Birago Diop, écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'étend. Entends ta voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Et vous voyez, on trouve
dans ces mots de Birago Diop, les choses existent et tout ce qui existe est vivant. Et là, tout comme le Sénégal, vous avez un pays qui a des croyances très différentes, des pratiques très différentes, selon si vous êtes au nord, au sud. Vous avez aussi un pays où on va, alors je reviens au drapeau, hein, le vert qui va symboliser l'islam, qui va symboliser aussi l'espoir chrétien. Vous avez aussi le rouge qui est la prospérité, l'abondance également, la détermination dans la lutte contre le sous-développement et aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, cette étoile, la branche qui pointe vers les 5 continents et qui est aussi un symbole de fertilité. Vous voyez? Et c'est un pays qui est profondément ancré dans l'union. Alors, en termes de paysage, hein, ce qui est passionnant dans ce pays, c'est lorsque vous êtes dans cette région enfin, c'est 14 régions, 18 millions d'habitants, avec une inégalité très grande entre le nord et le sud en termes de population. Un mosaïque culturel aussi d'ethnie. Et dans ces 14 régions, bon, la plupart, en termes de concentration de population, hein, de ces 18 millions d'habitants, c'est évidemment la région de Dakar, la région de Saint-Louis, pour Dakar et les environs aussi, et Ziguinchor aussi. On a toute cette région hein, qui est très différente de la région de la Casamance. Et là, si vous voulez, en termes de, il faut imaginer le pays qui est, vous voyez, tout le nord, vous êtes déjà entouré par la Mauritanie. Le Sénégal, alors le terme, on pourrait y revenir aussi sur l'origine du mot Sénégal. Hein. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses écrites sur l'origine du mot Sénégal, beaucoup de légendes même autour de ça. Beaucoup disent que Sénégal serait tiré du Wolof, Sunugal, qui voudrait dire notre pirogue aussi. D'autres vont dire que Sénégal est le nom du fleuve. Bon, il n'y a pas tout à fait tout le monde n'est pas d'accord sur cette origine du nom. En tout cas, si on commence, et on va faire un voyage à travers, j'ai choisi de vous montrer, de parcourir un petit peu de façon géographique différentes régions aussi, pour vous pouvoir parler de ces croyances, de ces traditions. Mais on ne peut pas revenir sur les régions alors, sans revenir très rapidement un petit peu sur les anciens royaumes du Sénégal, puisque bon, aujourd'hui, évidemment, les temps changent et on s'attarde plus à dire que l'histoire commence avec l'arrivée des Européens, mais que la profondeur historique, et ça, ce qu'il atteste, en particulièrement pour le Sénégal, ce sont les mégalithes. C'est le travail qui est fait dernièrement sur les sites archéologiques aussi. Et si vous êtes, alors pour ceux et celles qui viennent à Paris de temps en temps, je vous invite à aller au musée du Quai Branly, aller voir aussi cette grande pierre lyre qui vient de la région de la Sénégambie, qui est probablement un objet du 5e millénaire. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion aussi de lire François Fauvel, aussi, au Collège de France, tous ses cours sont en ligne, de être sur cette histoire qui est l'histoire des royaumes africains avant l'arrivée des Européens. Bon, je ne vais pas tellement m'attarder à vous citer tous les royaumes, mais je voulais quand même un petit peu revenir sur le royaume Tékour, donc 7e siècle, 15e siècle, et ce royaume va être le premier à adopter l'islam de manière officielle dès le 11e siècle. En fait, et pourquoi il est si important? Parce que ce royaume, c'est vraiment le royaume qui est à la tête de ce commerce transsahérien, le commerce d'or, le commerce de sel, très important, le commerce d'esclaves aussi. Et ce sont, vous voyez, 8e siècle, 15e siècle, ce sont tous les villages aussi qui vont se développer autour du fleuve. Ensuite, bon, dans la région du Siné Saloum, dont on parlera un peu plus tard, vous avez du 14e siècle au 15e siècle, vous avez le royaume Jolof, okay, le royaume Jolof, où ça se prononce aussi Jolof aussi, et ce sont des confédérations de petits royaumes,
Et là, vous avez une confrérie avec des rois. Alors il existe encore aujourd'hui à Tombouctou des rois et des reines et c'est, le début, je vais passer un peu les histoires des royaumes, mais c'est aussi le début de royaumes indépendants aussi et qui vont alors ces royaumes indépendants, ils vont être très importants parce que ce sont des sociétés militarisées qui vont aussi pouvoir être à la tête pour résister contre les diverses incursions portugaises et plus tard françaises qui se font dès le XVIe siècle au Sénégal. Voilà. Et je vous parlais du Sine Saloum, hein, de la région de Sine Saloum, vraiment dans le sud-ouest du Sénégal. Et là, ce sont des royaumes de l'ethnie sérère, donc les sérères, qui ont une identité culturelle particulière, qui vont résister aussi contre bon, une partie de l'islamisation partielle, et qui vont aussi, alors le Ciné Saloum, hein, on dit souvent que c'est le grenier du Sénégal, ça va être des producteurs très forts de riz, encore aujourd'hui, on parlera un petit peu de ça, et qui vont être à la fois les sociétés qui vont vivre à part, qui vont vivre à part et qui vont se développer, voyez, un peu plus tard, par rapport à leur lieu géographique aussi, qui vont, parce que bon, le Ciné Saloum, vous êtes vraiment dans une région marécageuse du centre-ouest du Sénégal. Et cette population, elle va se développer aussi en dehors de ce contact avec les Portugais aussi, et qui vont être très enclins avec les forces spirituelles. Et on parlera un petit peu plus de ça, puisque ce sont des sociétés qui vont avoir un contact beaucoup plus tardif et qui gardent encore des traditions traditionnelles, comme en Casamance, très très fortes. Voilà. Donc pour repérer un petit peu en termes de repères historiques, donc on sait aujourd'hui, par rapport au travail de fouille qui est fait, que la présence humaine date à peu près de 100 000 ans à 10 000 ans avant notre ère. Donc c'est le paléolithique supérieur. Bon, il y a des sites, il y a des sites importants, le site de l'Ampoule, le site de Gorée, où il y a encore des fouilles très régulièrement. Et on va vers des sociétés de domestication, aussi du bétail, de l'agriculture, de la poterie. Et là, j'ai mis juste ça pour un petit peu pour vous situer en termes de grand empire. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous savez que ça fait que quelques années, dans les programmes scolaires, bon, je suis enseignante, c'est un peu défaut de formation, dans les programmes scolaires, on enseigne les grands empires médiévaux de l'Afrique. Donc évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de l'empire du Ghana, l'empire du Mali aussi, et l'empire Jolof, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ce sont des sociétés extrêmement bien organisées. Bon, le contact avec les Européens se fait très tôt, hein, donc 15e siècle avec le contact fait avec les Portugais. Aujourd'hui, il y a encore des architectures qui rappellent ces architectures coloniales. Il y a très très peu de cette présence portugaise. À Gorée, il y a une référence sur l'île de Gorée à une chapelle portugaise. Et puis le 16e et le 17e siècle, c'est surtout la présence française et hollandaise via le commerce qui est fait à Saint-Louis, le commerce atlantique et le commerce des esclaves. Voilà. Donc vous voyez, en termes 15e siècle contact, 16e siècle et 17e siècle, une période de grande traite négrière via Gorée. 19e siècle, les territoires français s'installent de plus en plus. Et puis, on a, vous voyez, dès 1895, l'intégration de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Et là, c'est tout le développement. Là, ça serait très intéressant. Bon, j'ai plein de choses à vous montrer, donc je ne vais pas tellement vous parler de cette partie-là, mais ça serait très, très intéressant juste de s'attarder sur le patrimoine du 19e siècle, au moment où il y a un développement des infrastructures coloniales colossal. Et c'est là aussi, oui, que Dakar, la ville de Dakar se développe énormément. Parce que d'abord, tout le monde est concentré sur Gorée. C'est que ce n'est qu'en 1925 que Gorée est annexé à Dakar. Et Gorée devient très petit.
Et là, il y a une nécessité aussi d'installer cette France, enfin cette Afrique occidentale française à Gorée. Voyez. Et puis, bon, début du XXe siècle, vous connaissez tout ça, hein, les mouvements de résistance et de nationalisme aussi, des figures comme Léopold Sédar Senghor, Amadou Ba. 58, la République autonome au sein de la communauté française, et 60, on a vraiment les indépendances. Je parlerai un petit peu plus de Léopold Sédar Senghor, notre cher président, grammaticien français, qui incarne vraiment ce lien très important du Sénégal avec la France, et puis tout le développement d'un État moderne avec des valeurs qui sont aussi des valeurs très occidentales. Bon, juste un tout petit peu d'histoire aussi. Saint-Louis, on ira tout à l'heure, je vous emmène, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. L'idée, c'est aussi de vous faire voyager le temps d'une après-midi au Sénégal. Le comptoir de Saint-Louis, d'ailleurs, Saint-Louis s'appelle Saint-Louis en honneur au roi français. Et Saint-Louis devient le centre de ce commerce atlantique très tôt. Et le 19e siècle, l'expansion coloniale avec Freyberg, les infrastructures, toutes les infrastructures sont fabriquées pour mieux faire de Saint-Louis et de Dakar, et un peu plus tard de la ville de Rufisque aussi, une petite France. Et il y a tout un système qui est mis en place avec le système éducatif français. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse aujourd'hui, vous savez, il y a une grande demande de la part des enseignants pour que les cours soient en français et en wolof pour lutter contre les problèmes scolaires qui ne sont pas dus à un problème d'apprentissage, mais parfois un problème de langue aussi. Et je vous parlais aussi de ce modèle, de cette formation d'une élite lettrée. Bon, le cas, on pourrait parler de Cheikh Anta Diop, et le cas le plus important, c'est le président Senghor aussi. Donc, je vais vous parler de cette diversité linguistique et culturelle. Donc, un pays où on parle plus de 24 langues. Alors, en tout cas, 20 sont reconnues comme langue locale aussi. Une diversité linguistique incroyable. Là, je vous en ai cité que quelques-unes. Bon, le Wolof étant parlé par 45% de la population. Le Sérère, le Peul, le Diola, le Mandingue, le Mandika. On en reparlera un petit peu plus de ces langues-là. En termes de valeurs, ce que je disais aussi, cette transmission, elle est très importante, la teranga. D'ailleurs, le mot teranga, on vous le sort tout de suite dès que vous sortez de l'avion. Les religions, je vous en parlerai un petit peu aussi, parce qu'il est intéressant de voir certains monuments, de voir comment ils sont ancrés aussi dans ces croyances. Donc, l'islam, le christianisme et des croyances traditionnelles, que je pourrais appeler aussi de croyances animistes. Alors, c'est un pays musulman à 80% aussi. Et je ne peux pas vous parler de ces confréries mourides. Le mouridisme, peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui a un rôle très important. Les grands chefs religieux, on les appelle les marabouts, aussi, qui sont à Touba. Vous avez la grande pérégrination une fois par an. Ce sont des chefs religieux, mais des chefs politiques, des chefs d'éducation aussi. Et Touba, ces confréries, elles ont un vrai pouvoir dans le pouvoir également. Et c'est un pays où les religions et les croyances se côtoient très bien. Bon, je ne vais pas tellement m'étaler sur les questions religieuses, on les verra un petit peu à fur et à mesure qu'on verra les histoires aussi des monuments. Alors, en termes de population, parce que les populations parlent, ils ont des traditions très différentes. Les Wolofs, ils sont majoritairement, surtout dans la région nord, ouest et la région de Dakar. Les Sérères, ils sont plutôt à Thiès, un peu plus au nord de Dakar, mais aussi dans le Siné Saloum. Et les Peuls, alors les Peuls, ils sont un peu dispersés aussi, mais surtout, ils sont au nord. Et vous pourrez très bien être sur votre route pour aller à la manufacture de Thiès, je vous emmène cet après-midi, et croiser les Peuls qui de plus en plus ont du mal à vivre leur mode de vie traditionnel en étant dans la ville aussi. Les Diola,
dans la région de Casamance, qui a une culture traditionnelle très importante. Vous savez, moi je suis enseignante à l'université. L'année prochaine, ça sera, vous êtes déjà invité, hein, ça sera l'année du Sénégal à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants qui étudient à l'université de Ziguinchor et qui viennent après étudier en France. Donc, et ils gardent leur rituel traditionnel. Et on parlera aussi d'autres minorités, les Soninké aussi, qui viennent du Mali, les Bassarés et les Lébous, qui ne sont pas très nombreux, mais qui ont un rôle très, très important, au sein des croyances traditionnelles. Même, on dit que les Lébous étaient les premiers habitants. Les Lébous, ce sont des pêcheurs qui étaient les premiers habitants. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit aussi que le mot Sénégal en wolof voulait dire, selon le mythe, pirogue. On dit que les Lébous, c'est les premiers habitants de Dakar. Alors, il faut que je vous emmène, et rien de mieux pour voyager que de prendre les cars rapides. Est-ce que vous voyez ce que c'est les cars rapides? Voilà. Donc notre voyage, comme disent les conteurs, souvent les griots, eh ben, ziggy-zaga, c'est une façon un petit peu de dire, on vous emmène là où vous voulez. Et les cars rapides, bon, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Je les appelle les arcs-en-ciel sur les routes de Dakar. Bon, Dakar est une ville, je vous en parlerai un petit peu plus, mais Dakar est une ville chaotique. Dakar est une ville incroyable, est une ville d'histoire, est une ville où la circulation est... Il faut s'y faire à la circulation de Dakar. Et ces cars rapides qui sont souvent des voitures, des Mercedes-Benz ou des voitures, des Citroën qui ne roulent plus en Europe, elles partent en Afrique. Les meilleurs mécaniciens du monde, ce sont les populations dakaroises qui arrivent à faire des miracles avec ces voitures. Et vous les voyez qui transforment, qui vont peindre, qui vont mettre en route ces voitures qui ne rouleront plus du tout en Europe. Donc en fait, depuis les années 80, vous les voyez, et elles font des grands trajets. Hein. Elles vont jusqu'à Thiès, à Saint-Louis. Donc elles peuvent faire 5 heures de route aussi. Et c'est un transport qui est, bon, il s'appelle car rapide, mais il n'est pas si rapide que ça. Et je ris parce que c'est une Babylone quand vous êtes sur la route qui relie Dakar à Saint-Louis, et vous voyez ces voitures qui peuvent peut-être emmener 20 personnes et elles sont chargées pour 40, 50 personnes. Donc le car rapide, c'est vraiment le développement régional. Aujourd'hui, vous avez le train. Il y a un train qui a été inauguré il y a 3 ans aussi, qui relie les grandes villes. Et le grand problème, c'est la surcharge. Alors, rien de mieux que pour vous emmener, de vous citer quelques-unes des phrases que j'ai pu copier sur les cars rapides. Alors, je ne sais pas si je zoome un petit peu. Alors, je voulais vous dire aussi que la plupart des photos que vous allez voir, ce sont des photos que j'ai prises lors de mes voyages. Le dernier date du mois de février. Voilà. Vous pouvez aussi trouver le nom de famille. Vous pouvez trouver aussi le nom de prophète. Et au fil des années et de mes visites, je voulais partager avec vous quelques-unes de ces phrases que je trouve très drôles. Roi de la route, taxi de bonheur, Dieu est mon copilote, même la grenouille sait où elle va. Roulez doucement, maman veille sur vous. Ah oui, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Rouler sans peur, c'est courir après la mort, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents sur la route. Et celle-ci, ah oui, celui qui dort arrive plus tard. Ici, on transporte des rêves. Et l'autre, alors celui-là, vous le trouvez très très souvent. Même la grenouille sait où elle va. Parce que je peux vous dire que vous n'arrivez pas toujours, hein, quand vous allez à la gare et que vous devez vous repérer, vous n'arrivez pas toujours à savoir lequel des bus rapides, des cars rapides vous pouvez prendre. Alors, je vous ramène cette image qui est une photo d'un car rapide qui est exposé au Musée de l'Homme pour faire aussi le lien, parce qu'il y a quelques années, il était impensable
que ces cars rapides, qui sont l'image même de Dakar, soient dans les institutions muséales. Je la ramène pourquoi? Parce que c'est un car rapide qui ne circulait plus, qui a été acheté par le musée et sur lesquels alors, il y a un groupe en particulier qui a été chargé de faire la décoration du car rapide qui ne circulait plus. Et vous voyez aussi que ces cars rapides sont une image. Alors, je ne sais pas si quand je zoome, vous voyez mieux, mais c'est une image aussi de la vie. Bonne mère, celui-ci, c'était à l'époque où il y a eu le jeu entre le Brésil et la France. Donc, il y a des allusions aussi au jeu. Vous avez aussi des allusions à la lutte sénégalaise, et je vous en parlerai un petit peu aussi de la lutte sénégalaise tout à l'heure. Sur celui-ci, il y a une allusion aussi à l'épisode des tirailleurs sénégalais. Et en fait, ces cas rapides, ils sont vraiment, la plupart du temps, ils sont des images, des messages que vous allez trouver sur la route à Dakar. Et quand je vous disais aussi que Dakar est une grande confusion, c'est que vous avez les voitures, vous avez les taxis jaunes, vous avez les motos, vous avez encore beaucoup, beaucoup d'animaux de charge, d'ânes et de chevaux qui sont chargés, et tout ça se croise sur la route. Donc il n'y a pas de... Bon, je ne vais pas vous dire que les voitures sont prioritaires, parce qu'il n'y a pas de priorité. Vous essayez un petit peu de vous... Chacun essaie de trouver son... Comment dire? Chacun essaie de trouver son espace dans cette grande capitale. Alors Dakar, c'est vraiment c'est la métropole culturelle, mais c'est surtout la capitale politique et économique du Sénégal. Alors, je voulais vous présenter un peu de façon rapide quelques particularités de ces régions. Je n'ai pas l'intention en une heure de vous présenter tout le pays, mais vraiment un petit peu Saint-Louis, le carrefour fluvial, la Casamance, Ciné Saloun, de remonter un petit peu à Touba et de terminer par Dakar. C'est bon, tout le monde a accroché sa ceinture, tout le monde est prêt pour l'aventure du car rapide? Alors, Saint-Louis, pour pas que je me perde, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter hein, euh, sur la vie de Saint-Louis. Donc, la première capitale française, hein, et Saint-Louis va être tellement important que Saint-Louis va perdre la place que Dakar occupait. C'est le port stratégique, mais c'est aussi le premier. Saint-Louis est la ville métisse par excellence. Et dans cette ville, le carrefour fluvial, alors je vous montre un petit peu ce qui relie cette langue, c'est pas une très longue étendue de terre, hein. Vous avez 2 km de long et 300 de large, et le fleuve qui est ici. Et quand vous êtes à Saint-Louis, vous voyez les paysages très différents, vous êtes déjà dans le désert de la Mauritanie aussi. Et la cité rayonnante de Saint-Louis est aussi aujourd'hui une ville très riche en histoire. Et elle va être vraiment la capitale du Sénégal jusqu'en 1902. C'est vraiment la capitale du Sénégal colonial aussi. Et c'est Saint-Louis par son port qui va être... c'est les ports de l'Atlantique hein, aussi. Hein. Et dans cette ville, vous retrouvez alors non seulement le métissage des populations, il y a eu beaucoup d'études sur ce métissage des populations de Saint-Louis, mais aussi par les échanges qui étaient faits. On voit ces échanges transsahariens. Euh, on voit l'importance qu'avait Saint-Louis, à la fois avec le contact avec l'Europe, plus tard avec les Antilles aussi. Alors, quand vous êtes à Saint-Louis, il y a ce parc national qu'on appelle la Langue de Barbarie. Hein. Vous avez le fleuve Sénégal et la mer. C'est la plus grande réserve ornithologique du pays aussi. La pirogue a un rôle très important. Alors, je ne pouvais pas tout vous parler, mais il y a un savoir-faire des pirogues traditionnelles qui sont remarquables. Et vous savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup hein, ces derniers temps, c'est les enjeux de la pêche artisanale. Saint-Louis, il y a un endroit qui s'appelle Guet Ndar, qui est une
un des endroits, en fait, c'est vraiment au bout de la langue de Barbarie, vous avez cette population, cette plus grande concentration de population à Guet-Ndar, des populations de pêcheurs. Il faut aller très très tôt le matin pour voir les pêcheurs partir en mer juste à la tombée de la nuit, et voir que ces embarcations, ces pirogues, elles partent dans des conditions très périlleuses et que le plus grand danger aujourd'hui, c'est de encore réussir à convaincre les jeunes gens à fabriquer les pirogues, à apprendre des techniques de pêche traditionnelles aussi, qui sont très difficiles. Il y a quelques mois, pour une exposition qui a eu lieu ici, il y a eu un pêcheur qui est venu du Sénégal, de Saint-Louis, parler aux jeunes générations, enfin pas qu'aux Sénégalais qui sont ici, mais aussi aux jeunes générations, sur l'importance de maintenir ces traditions du passé. Vous voyez, là, je vous disais que la ville, entre le carrefour commercial et cette ville qui est entre le passé, là, vous voyez ces maisons coloniales, hein. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait aussi pour préserver, alors qui est un travail qui a encore de longues années pour préserver ce passé colonial. Et je voulais vous montrer cet endroit qui est très curieux, qui est à quelques kilomètres de Saint-Louis, qui est une maison, enfin on l'appelle la folie du baron Roger, qui est une maison complètement curieuse parce que le baron Roger, il travaille dans l'agriculture, il va vivre des longues années aussi, et il avait le rêve de faire une sorte de petit Versailles à Saint-Louis. Il va construire alors cette maison que vous voyez là, qui est toute la période aussi de la culture de la canne à sucre. Alors ici, c'est surtout l'arachide qui va être cultivé. Et il a à l'époque de cette industrialisation, il veut faire cette grande demeure. Alors là, vous voyez qu'aujourd'hui, elle est complètement en ruine. Il y a le site, il est impressionnant aussi. Et il y a bon, je vous montrerai pas la vidéo, mais vous pourrez après la regarder après la conférence. Il y a un site de protection du patrimoine qui est, qui a ouvert une sorte d'association aussi pour essayer de trouver des techniques pour restaurer cette maison. Et là, ici, à Saint-Louis, vous avez vraiment une grande, grande influence des maisons portugaises, françaises. Là, vous voyez ça, le centre conseil départemental de Saint-Louis. Regardez le travail du fer forgé aussi. Ça, ce sont des photos que j'ai prises vraiment récemment. Et puis, à Saint-Louis aussi, il y a le musée de la photographie. Et le musée de la photographie a un rôle aussi de passage entre le passé et le présent, un travail de mémoire. Il y a eu toute cette session de photos qui sont accrochées un peu partout dans la ville, qui s'appelait les mémoires du passé et du présent. Et les images que vous voyez, c'est la femme saint-louisienne aussi, qui est une femme métisse. Bon, souvent, on les appelait les signas. En fait, les signas, ce sont les métisses. Et vous voyez aussi toute la parure, l'or de Saint-Louis, l'orfèvrerie de Saint-Louis, les pagnes aussi, des histoires de famille. Et là, vous voyez, ce sont des photos de femmes plus récentes qui ont la photo de leurs ancêtres aussi, les habits traditionnels. On les appelle les signas, on parlera un petit peu plus des signas aussi. Et évidemment, Saint-Louis est important. Pourquoi? Parce que c'est aussi la ville de l'aéropostale. N'oubliez pas Mermoz dans les années 20-30 et Saint-Louis qui devient l'escale majeure dans la ligne de l'aéropostale qui reliait Toulouse à Dakar, puis l'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, vous avez encore, je pense que je vous ai montré quelques photos de l'hôtel de la Poste, qui est un lieu, enfin j'ai envie de vous dire que c'est presque un lieu de pèlerinage, puisqu'il y a un petit musée de Mermoz à l'intérieur. Il y a la chambre de Mermoz aussi. D'ailleurs, en termes de patrimoine colonial, vous verrez qu'il est ici très bien préservé, ce qui n'est pas le cas partout.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que Saint-Louis est très important pour son festival de jazz, parce que des très grands musiciens de jazz sont passés à Saint-Louis et tous les ans, la ville se remplit aussi pour, la musique. Je pourrais pas tout il y aura plein de choses, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller à Saint-Louis pour voir, tous ces lieux. Alors, je voulais aussi vous parler de la tout à l'heure, je vous montrais la Casamance, où encore aujourd'hui, il y a des rituels très particuliers, vraiment la Casamance a un voilà, je vous montre un petit peu à nouveau par rapport, vous voyez? De là, de Saint-Louis, on traverse tout le pays pour venir dans cette zone. Alors pendant très longtemps, on ne pouvait pas du tout aller en tant que touriste en Casamance. Aujourd'hui, il y a aucun problème, au contraire, hein. La Casamance aujourd'hui vit aussi beaucoup du tourisme. Donc cette, région qui est séparée du reste du pays et par la Gambie, elle est vraiment connue par son sa différence, ethnique aussi et je disais tout à l'heure par les populations, les Diola aussi et la Casamance a un rôle très important, surtout par ses forêts également. Alors je voulais vous parler un petit peu des rituels traditionnels, puisque en Casamance, il y a encore des initiations qui sont faites. Et vous savez, les premières masques qui arrivent en Europe, les masques qui sont gardés dans les cabinets de curiosité, notamment, bon, je vous parlais de Versailles tout à l'heure, les cabinets de curiosité du marquis de Serran, ce sont des masques qui viennent de Casamance et que pendant très longtemps, on a été persuadé qu'on avait des masques venus du Brésil alors que c'est qu'au XXe siècle qu'on va analyser le type de masque et qu'on comprend que ce sont des masques africains. Et d'ailleurs, il y a une histoire très marrante. Aimé Césaire, quand il rencontre Léopold Sédar Senghor et qu'il voit ces masques, alors ces masques rappelaient les masques qu'on avait pour le carnaval antillais. Et là, Aimé Césaire, il va dire à Senghor, vous l'avez? Et là, Senghor lui dit, comment ça? C'est plutôt vous, vous l'avez, vous aussi? Non, là, avant vous. Et ces masques, ce sont les masques Diola qui sont portés pour honorer les esprits, les ancêtres, dans des rituels comme vous voyez ici, hein, qui sont des rituels de retrait dans le bois sacré. Là, c'est le fameux baobab dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent d'aller chercher l'espoir. Et je vous rappelle, dans les années 90, lors de grandes luttes, ce sont les femmes qui sortent les masques, alors que normalement les masques sont portés par les hommes, et ce sont les femmes qui vont convoquer les esprits pour pouvoir demander de l'aide pour stopper les conflits armés de cette région. Là, vous avez différentes photos de différents rituels. Alors, il y aurait aussi, encore une fois de plus, beaucoup à dire sur ça. Et là, toute la force de cette région de la Casamance, c'est quoi? C'est la force de la terre et la force de son troupeau. Donc là, je ne vais pas résister à vous ramener le masque qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly, hein, le masque Ejumba. Là, vous voyez, avec les cornes. Donc là, il y a des coquillages et des graines qu'on voit pas très bien sur la photo. Et le masque, il est porté complètement. Et les cornes, oui, c'est cette force, les forces du troupeau, hein. Et ces rituels, alors il y a énormément de rituels qui sont pratiqués, hein, énormément. Des rituels qui peuvent se faire tous les 20 ans, tous les 30 ans. Alors, ce qui m'intéresse aussi de vous dire, même par expérience, par rapport aux étudiants que j'ai en classe, que souvent on ne parle pas, sauf au moment où on leur montre ce masque, où ils vont au musée, et là, vous avez une panoplie de rituels qui sont même filmés et transmis en direct. Aujourd'hui, vous voyez, ces rituels ne restent pas comme ils l'étaient il y a un certain temps. Ils ne restent pas faits en dehors. Évidemment, il y a toute une partie qui est secrète, il faut être initié pour pouvoir les voir. Mais ces rituels, aujourd'hui, ils font partie de la tradition. Ils régissent le quotidien. Et là, vous voyez, je peux vous parler les manjak, les balantés. Chacun a son initiation particulière. Et là, comme je disais tout à l'heure, dans les années 90 et plus particulièrement en 2015, c'est les femmes qui vont faire les rituels pour apporter la paix. Et là, je vous ramène quelques paroles de femmes qui étaient présentes pour ces rituels. Et elles disaient, nous sommes les régulatrices de la vie sociale, des centres de santé, des réceptacles de frustration, des faiseurs de chefs. Alors voilà, vous voyez l'idée que ce sont
les femmes dans ces rituels, parce qu'il y a des rituels féminins, des rituels masculins aussi. Et les Marguerite Kenny, hein, qui était la présidente de l'Association régionale des femmes pour la recherche pour la paix en Casamance, elles vont dire aussi, alors ça s'appelle le Kombon Ketor, hein, qui veut dire se pardonner mutuellement, qui vont être à la tête de l'organisation de rituels qui ne se passaient pas d'habitude à cette période-là, parce que les rituels, ils ont un membre particulier, parce qu'il fallait appeler les esprits de ce qu'on appelle le bois sacré. Là, vous avez, sur cette photo-là, vous avez encore des cultes. Alors, il y a beaucoup de noms hein, pour dénommer ce qu'on dit commandement, et là, je mets avec guillemets le féticheur, en tout cas le praticien. On peut l'appeler le praticien de magie, le guérisseur aussi. Et vous voyez que le baobab, hein, il est toujours là pour veiller sur nous. Alors, chez les Diola, il y a des rites et des masques. Alors, vous voyez, vous avez sur ces photos-là, vous voyez différents types de parures. Alors, nous, on va dire le masque, il va se porter sur la tête. Mais le masque, c'est aussi le corps. C'est aussi la peinture corporelle. Et ces rites, ils vont structurer toute la vie de la communauté. La naissance, le passage à l'âge adulte, le mariage, la mort. Alors, j'aurais pu dire aussi l'intronisation, hein, quand il y a quelqu'un d'important qui vit en village. Et la musique, elle accompagne toujours. Alors, vous verrez, hein, le tambour, il a un rôle très important. Le tambour, c'est pas juste un rythme. Le tambour, on dit d'ailleurs que le tambour, il est vivant et il peut jouer tout seul. Souvent, on va vous dire, hein, le tambour, c'est pas quelqu'un qui joue du tambour. Le tambour, il a une vie. Il est alors dans cette région, on dit la forêt. Il y a un proverbe qui dit la forêt a appris à faire du tambour. Vous voyez, il y a toute cette harmonie, ces pratiques harmonieuses aussi. Et là, vous voyez ça, c'est une photo d'initiation qui a lieu il y a quelques mois également. C'est la sortie de l'initiation. Devenir adulte, et là, vous voyez que la chose la plus précieuse, c'est son troupeau. Là, vous voyez à chaque fois l'importance d'avoir ces masques où on voit les cornes des bœufs, les parures, le coquillage, la peinture corporelle aussi. Et là, vous voyez ici le masque avec les miroirs. C'est ce masque-là qui a beaucoup rappelé les masques qui sont portés au moment du carnaval aux Antilles. Alors, évidemment, on pourra revenir sur ça, hein, parce que pensez à 11 à 14 millions d'esclaves qui ont traversé les côtes. On retrouve des ressemblances. On change de région, vous voyez, petit à petit, je vous emmène vers la capitale, au Ciné Saloum, au royaume de Ciné et de Saloum. Et ce delta qui est formé par la confluence des deux fleuves, le Ciné et le Saloum, est une région vraiment très particulière aussi, une région de grande richesse naturelle. On produit du riz aussi. C'est de la région, tout à l'heure, je vous disais, des Sérères, aussi de la population sérère. Et c'est une région de pratiques agricoles très anciennes, encore aujourd'hui, de mode de vie traditionnel. Alors, il y a la production du riz. Hein. Aujourd'hui, la plupart de la consommation du riz est du riz qui vient de Chine, qui vient du Mali aussi. On sait je me suis beaucoup intéressée à l'histoire du riz aussi. Bon, vous verrez, hein, le riz est l'alimentation principale, hein, les plats à base de riz et de mil. En fait, on sait que le riz a été domestiqué il y a 3000 ans, mais il y a une espèce de riz endémique dans cette région, et un riz qui a beaucoup plus de protéines. Alors, bien que ça ne soit pas le riz le plus consommé partout parce qu'il est un peu plus cher, mais le grain, il est différent. Et dans cette région aussi, la région de mangrove, souvent on dit l'or du Saloum, ce sont des huîtres. Et là, vous voyez aussi que ce travail de pêche d'huîtres est un travail féminin. Bon, je passe un peu rapidement. Juste pour que vous ayez une idée de ces différentes régions. Bon, on s'arrête avant de remonter à Dakar, hein, on s'arrête à Touba. Alors Touba,
Heu, Touba est une ville bon, Touba, elle est connue surtout pour sa grande mosquée, une des plus grandes, du Sénégal et le Grand Magal, c'est chaque année, c'est le pèlerinage des mourides à à la ville de Touba. En fait, c'est à Touba aussi, vous avez le centre du mouridisme et bon, je pourrais vous en parler un peu plus, mais Touba, elle est fondée c'est une ville fondée par, le soufi Cheikh Ahmadou Bamba, que vous retrouverez dans la plupart des cas rapides, vous trouverez l'image de Cheikh Ahmadou Bamba. Touba est vraiment impressionnant. Là, ça c'est une ville là, c'est une image et pour aller en Casamance, vous devez traverser Touba. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le mouridisme, à au Sénégal. Bon, petit à petit, vous voyez qu'on arrive à la capitale, à l'effervescence de Dakar. Bon, Dakar, comme je vous disais, hein, capitale administrative. 1960, capitale devient la métropole moderne. Il y a quand même aujourd'hui, on compte, alors juste à Dakar même, parce que Dakar, c'est, il faut voir aussi toutes les villes en dehors de Dakar, mais c'est la population, on est à peu près à, pardon, à peu près à 4 millions, un peu plus de 4 millions d'habitants aussi. Et il y a une forte, il y a une croissance très grande, hein, même aujourd'hui. Et il faut dire que Dakar, première université d'Afrique de l'Ouest, c'est Dakar, et que c'est à Dakar que vous retrouvez, une partie de l'Afrique se retrouve à Dakar. Alors, non pas uniquement pour venir étudier, bien que, alors, je venais sur l'université, hein, première université de médecine, elle a lieu là. Si vous devez venir faire des papiers administratifs, vous venez à Dakar. Et puis aujourd'hui, il y a aussi, Dakar devient une ville touristique, non pas uniquement pour les Européens, mais pour les Africains eux-mêmes aussi. En 1917, il y a déjà 1927, il y a déjà plus de 1600 Européens qui vivent à Dakar. Donc vous voyez, Dakar a toujours été une ville cosmopolite. Je voulais vous, je voulais vous présenter quelques-uns des monuments. Bon, j'ai envie de vous dire quelques-uns des scandales de Dakar. Je pense que parmi les personnes qui sont là, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter Dakar. Bon, on peut être à Dakar et voir différents aspects de la ville. En tout cas, bon, il y a des sites qu'il faut absolument visiter. Et bah, un des sites, c'est le monument de la Renaissance, qui est cette grande sculpture qui est érigée entre deux collines de Dakar. Vous avez une vue sur la mer. Et le monument de la Renaissance africaine, l'idée du président Ouad, c'était vraiment de montrer l'union, de montrer aussi le peuple qui regardait vers l'avenir, le peuple qui était uni. Et cette sculpture, elle a fait un grand scandale pour la simple raison qu'elle a coûté, comme vous pouvez voir, elle a coûté entre 15 et 23 millions, qu'avant même d'être inaugurée, il y avait des manifestations contre, son prix et que le président Abdoulaye Wade, pardon, il voulait montrer la dignité du continent. Bon, je ne m'attarderai pas tellement sur ça, mais en tout cas, quand vous regardez en détail, bon, j'ai mis cette photo pour que vous puissiez voir que les personnes sont très petites. Hein. Là, c'est colossal. Hein. La sculpture, elle est vraiment colossale quand vous êtes sur place. C'est un architecte sénégalais qui a été. Alors, le sculpteur, c'est Virgile Magar-Surane, mais c'est un architecte sénégalais qui a piloté cette construction. Et l'idée, c'est d'avoir la famille, l'unité familiale, le père, la mère et l'enfant. Et c'est la famille qui est tournée vers l'ailleurs. Et c'est dans cette idée du projet inaugural, c'était l'Afrique sortant des entrailles de la terre. Bon, on pourra en parler, avoir votre avis à la fin. Hein. Mais ce travail de bronze et de cuivre, vous ne voyez que ça quand vous arrivez à Dakar. Vous voyez?
Alors, cette photo, c'est, lors de enfin, c'est pas mon premier voyage, mais c'est un des voyages. Aujourd'hui, ce que vous voyez ici, tout ça, c'est construit. Pratiquement toutes les semaines, il y a une nouvelle construction qui sort de terre. Le palais du gouverneur aussi, c'est intéressant parce que le palais du gouverneur, va être construit en 1902. Il est inspiré, là, vous pouvez voir sur la carte postale, il est inspiré de la construction du palais du Trocadéro aussi. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il est la résidence officielle, hein, bon, avec quelques changements. Mais vous voyez à quel point est-ce que, là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, hein, heu, cette idée de faire un palais du Trocadéro, de faire une petite France aussi. Bon, une autre des curiosités de de Dakar est cette mosquée. Alors vraiment, tous mes mots ne pourront pas décrire le la sensation que vous aurez en étant à la mosquée de la Divinité, qui est il y aurait plein de choses à dire. Déjà, on dit qu'elle est née, la mosquée de la Divinité, elle est née d'un rêve et elle est apparue en rêve à une personne religieuse et qu'ensuite, dans ses rêves, il aurait eu l'idée, je ne vais pas vous citer tous les noms, et qu'il aurait eu les plans pour construire sa divinité, sa mosquée. Alors cette mosquée, là vous êtes à la partie de Dakar qui s'appelle Ouakam, qui est un village de pêcheurs, un village lébou, je vous parlais tout à l'heure des lébous, ici aussi. Tous les ans, à Tabaski, à la fête, il y a encore beaucoup de rituels qui se passent là. Et cette mosquée, elle a pratiquement pas utilisé de de matériel moderne pour sa construction. Elle est indépendante, ce sont les fidèles qui l'ont payée, donc elle n'appartient à aucune confrérie, elle n'appartient pas à l'État et chaque famille a donné une partie de ce qu'il pouvait pour la construire. Donc quand vous passez, pour la route pour aller vers, les Amadis, hein, la partie maintenant, branchée de Dakar, en bord de l'océan, vous voyez cette mosquée, en fait, bon, évidemment, il faudrait que vous soyez, mais là, ça y est, moi, je suis plus ici, je suis, à Dakar. Elle est en contrebasse aussi et c'est un lieu qui est, considéré comme un lieu spirituel très fort aussi, d'où le fait aussi qu'elle est née en rêve. Bon, aujourd'hui, quand on parle de Dakar, on ne peut pas ne pas parler aussi de la Biennale d'art et je vous en parlerai un petit peu plus de l'impact qu'a eu aussi la Biennale d'art, contemporain, qu'on appelle aujourd'hui Dakar Art. Puis il y a ce lieu qui est le village d'art contemporain, qui est aussi vers le stade de Dakar, qui est très important. Bon, Dakar devient un des grands, pardonnez-moi l'expression, mais les grands hotspots de l'art contemporain. Bon, après, on a l'impression que c'est très récent, mais en fait, c'est pas si récent que ça, hein, parce que déjà, la première édition euh, de cette biennale, elle a lieu sous l'égide du président Diouf, hein, 90, mais en 90, il y avait littérature et art. Et en fait, ce n'est qu'à partir de 96 où c'est plutôt que les arts plastiques, et elle change de nom, elle devient Dakar Art. Et vous savez que c'est la, la plus importante biennale de toute l'Afrique aussi. Et que beaucoup d'artistes qu'on va retrouver exposés en Europe, ils ont été découverts, connus à la Biennale de Dakar. Et qu'avant cette biennale, bon, qui est aussi un héritage du Festival d'Art Nègre, hein, il n'y avait aucun autre endroit où on allait voir ce que les artistes contemporains, et je vous ai préparé une partie aussi sur ça, avaient à raconter. Bon, si je vous continue un petit peu, je vous en parlerai un petit peu plus de la biennale, à vous faire voyager. Euh, voilà. Je vous emmène, vous voyez, encore sur cette route de la Corniche, comme on appelle, au phare des Mamelles, qui est toujours là. Ici, vous pourrez vous asseoir calmement en fin de journée, regarder la mer et siroter quelque chose, un jeu de bissap et de buis. Et c'est le plus ancien phare d'Afrique de l'Ouest. Il a fait objet d'une restauration
assez importante. Et qui dit Dakar dit forcément l'île de Gorée. Et l'île de Gorée, elle est à 3 kilomètres de Dakar. Il faut une vingtaine de minutes. Vous prenez la chaloupe et vous y êtes. Mais il faut imaginer que l'île de Gorée, ce haut lieu qui est aujourd'hui patrimoine UNESCO depuis la fin des années 70, il va être rattaché à Dakar en 1929. Et l'île de Gorée, alors, histoire incroyable parce qu'elle est découverte par les Portugais en 1444. Dinijdi la baptise l'île de Palme. Ensuite, les Hollandais l'occupent en 1588 et ils vont la baptiser. Alors, le nom de Gorée viendrait de ça, hein, la God Red, la bonne rade. Les Français, ils vont s'installer en 1667 aussi. Les Britanniques vont s'installer jusqu'en 1802. Et Gorée, elle va être occupée par les Britanniques, puis elle va être rendue à la France. Et Gorée, aujourd'hui, elle porte toutes les traces de l'architecture, de ces différentes architectures aussi. Et Gorée, qui est tout petit, hein, qui est un lieu vraiment très symbolique, un lieu, il faut y être pour sentir ce lieu. C'est aussi le lieu qui est connu pour, c'est le haut lieu de la mémoire de la traite négrière aussi, avec la maison des esclaves, le port du voyage de non-retour aussi. Et ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a commencé, il ne faut pas oublier, ça c'est la maison des esclaves, vous avez la porte du non-retour. Hein. Il ne faut pas oublier que 11 à 14 millions d'esclaves sont partis et 6 millions seraient morts et ils auraient transité par Gorée aussi. En 1444, le navigateur Lanzarote de Lagos, il va ramener d'Afrique beaucoup d'esclaves qui étaient de Gorée, qui vont être vendus à Lisbonne, sur les ports de Lisbonne. 15e siècle, 15% de la population est africaine à Lisbonne. Bon, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur Gorée. Hein. Quand vous sortez du bateau, quand vous sortez de l'embarcadère, vous arrivez ici. Bon, je n'ai pas voulu tout vous montrer hein, pour garder un petit peu la surprise si jamais vous vous rendez au Sénégal lors d'un prochain voyage. Mais en tout cas, cette île, vous savez, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires d'êtres mythologiques qui ont détruit ou alors qui ont protégé la ville. Une chose est certaine, les Français ont essayé à maintes reprises de faire un pont qui relie Dakar à Gorée. Et à chaque fois, bon, on va vous dire, à chaque fois, le problème, c'est Kumba Castel, qui est l'esprit protecteur de Gorée, qui a empêché que ça se fasse. Bon, vous avez 900 mètres, pardon, 900 mètres de long et 300 mètres de large. Gorée, c'est 28 hectares. C'est vraiment tout petit. Bon, je rappelle quand même l'importance de la loi Taubira de 2001, la reconnaissance de la traite négrière, crime contre l'humanité, et ce travail de mémoire qui est fait tous les ans et qui est fait aussi à l'île de Gorée. Alors, l'île de Gorée, ne pensez pas que c'est une île musée. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore, qui vivent à l'année. Il y a une vie, il y a une école, il y a une vie aussi, il y a une vie de ruine, parce que beaucoup de bâtiments coloniaux sont laissés. Alors, il y a un travail de restauration qui est fait aujourd'hui assez grand. Ces maisons sont très convoitées. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses de restauration. Et là, vous voyez notre baobab hein, qui est au centre de tout. Là, ça, il y avait 16 maisons d'esclaves à Gorée au XVIIe siècle. Ça en fait partie. Maintenant, c'est un centre culturel. Centre culturel Babacar. Donc, j'ai oublié le nom de famille. J'ai eu l'occasion de travailler ici il y a quelques années. Vous voyez aussi dans cette maison les bougainvilliers que vous retrouverez partout aussi sur l'île. Et alors le palais du gouverneur, qui est situé vraiment, là vous avez le côté de l'embarcadère, qui est en fait cet endroit-là, il a fallu des années pour le construire, il a été laissé à l'abandon. Vous voyez, la commune de Gorée, un peuple, un but, une foi. Et aujourd'hui, ça c'est des photos d'il y a quelques mois.
Là, vous voyez très bien cette architecture coloniale. On la voit bien, ces couleurs pastel aussi. Et c'est un livre que je vous conseille. Bon, il a été édité chez l'Harmattan. C'est l'histoire de Kumba Casten, de Sérégué Amadou, qui sont des contes et des histoires de cette divinité de la mer. Alors, vous avez une infinité de divinités de la mer. Vous pouvez l'appeler Mamiwata au Nigeria, vous pouvez l'appeler Kianda si vous êtes plus dans d'autres parties de l'Afrique, vous pouvez l'appeler Yemanja si vous êtes au Brésil, vous pouvez l'appeler la petite sirène. En fait, cette divinité de la mer, elle est toujours très présente. On vous racontera toujours des histoires et on dit souvent, dans l'apport du non-retour, c'est les Caraïbes, pour rappeler ce lien avec le lien de l'esclavage. Vous savez, il y a quelques années, il y a 15 ans de ça, le musée d'Appert avait organisé une exposition qui s'appelait Masques Mémoire, qui était une exposition de masques traditionnels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les masques que je vous ai montrés, les masques au Sénégal, sont portés que dans la région de Casamance. Dans le reste du pays, vous ne trouverez pas de masques. Et que cette exposition que le musée d'Appert a organisée, c'était pour montrer ce lien entre l'Afrique et les Antilles. Et cette exposition avait relié vraiment, c'est une exposition où des artistes contemporains de ces différents pays, de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, bon, et certains d'autres que j'oublie, étaient invités à venir à Gorée, à s'inspirer de Gorée pour produire une œuvre dans cet endroit. Bon, je pourrais vous parler énormément, parce que je me suis beaucoup intéressée aussi à cette... même à la richesse de Gorée. Vous savez, je vous ai parlé des Signas quand on est à Saint-Louis, les femmes métisses. Vous avez vu les maisons. En fait, à un moment donné, la population devient très importante et le lieu principal de la traite négrière, c'est Saint-Louis, mais le lieu plus symbolique, c'est Gorée. Et bon, si je vous sors quelques statistiques par rapport au nombre des esclaves, hein, là je prends quelques publications plus récentes, on en est sur des témoignages 1726 de 15 esclaves par an, 1848 de 900 esclaves par an aussi. Et en parallèle, il y avait quoi? Il y avait le travail des orfèvres, il y a le travail de la gomme arabique, des peaux, de l'arachide aussi. Et petit à petit, en fait, Gorée, avec la formation la fondation de Dakar, hein, pardon, Gorée perd son importance aussi. Et dès 1872, c'est Saint-Louis qui devient plus important par rapport à son port aussi. Et puis, petit à petit, vous voyez, à la fin du 19e siècle, avec le chemin de fer, aussi le chemin de fer, il va relier au nord, Gorée, elle devient une petite île, annexée à Dakar aussi. Et bon, il y aurait beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses à vous dire aussi. Il y a encore, je vous parlais tout à l'heure des écoles, il y a eu un cinéma à Gorée. Il y a la présence anglaise qui est encore très importante. Et puis il y a cette allée des baobabs. Et là, vous dites, mais elle nous a parlé beaucoup du baobab, mais elle n'a toujours pas parlé vraiment du baobab. Voilà, notre baobab. Là, vous avez une photo du baobab de Nianing. J'espère qu'on aura l'occasion de passer à Joal, parce que Joal, vous avez aussi sur la route de Joal, la ville de naissance de Paul Sédar Senghor. Vous avez le baobab de Fadia Joal qui a 850 ans. Donc, respect pour ce baobab. Et celui-ci, alors baobab, il est vraiment le symbole de mémoire, de lien social, le lieu où on vous donne rendez-vous, vous savez. Je devais faire signer des papiers par le maire de Gorée, et c'est lui qui m'a donné rendez-vous au 3e baobab. Vous voyez, le baobab, on s'assoit pour dormir, on raconte des histoires, on se soigne avec le baobab, on boit le jus du baobab. Il a des vertus magiques. Il fait partie de ce patrimoine du Sénégal, et c'est aussi le cimetière des griots. Alors, vous savez, le griot, on ne peut pas ne pas parler du griot, hein.
quand tout à l'heure, je vous ferai écouter, bon et vous m'excuserez, hein, mais je vais vous faire écouter le joueur, de kora, bon, je vais peut-être vous le dire après, malien, mais les griots qui jouent souvent, qui racontent l'histoire, du pays parce que c'est une tradition orale, la palabre est très importante et le griot, il va jouer à différentes occasions. Il joue pour les mariages, il joue pour les fêtes, il joue pour les enterrements, il joue aussi pour, il peut jouer pour, pendant, une cérémonie importante. Le griot, il est là à tous les moments et on disait que les griots étaient enterrés à l'intérieur des baobabs aussi. Et souvent, on se rend dans ce lieu. Il y avait une histoire qui disait qu'on pouvait guérir parce que le corps d'un griot et le corps d'un guérisseur étaient enterrés au sein de cet arbre. Et souvent, ces arbres-là, c'est des lieux où on fait des cultes magiques aussi. Bon, et il n'est pas rare, encore, après je ne vous parlerai plus du baobab. C'est dommage qu'on ne puisse pas goûter un jus du fruit du baobab, le buis. Mais il n'est pas rare aussi que vous retrouverez des gens qui vont embrasser, qui vont essayer, hein, juste d'embrasser dans ses bras le corps du baobab pour avoir la chance également. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, autour du baobab. Alors oui, je vous raconte juste ça, j'espère que ça va. Je vous raconte juste ça parce qu'il y a alors ça, c'est une histoire qui se passe, enfin qui est très récente parce que pendant très longtemps, vous savez, on disait qu'on allait mettre les prisonniers à côté enfin pas les prisonniers, pardon, les esclaves, autour des baobabs sans pour autant être précis. Et aujourd'hui, il y a un groupe d'archéologues qui a trouvé, avec des nouvelles technologies, des traces de fer à l'intérieur du baobab. Qu'avec le temps, vous savez, le baobab pousse très lentement. Vous verrez, hein, si jamais vous ramenez un baobab du Sénégal, il faut 2 ans pour qu'il pousse 1 millimètre. Vous voyez, celui-là, il a 850 ans. Et on a trouvé des traces de fer. Alors, il y a toute une équipe qui va aller étudier, parce que pendant longtemps, on disait que c'était un mythe, parce qu'on disait que les esclaves étaient accrochés là. Et puis aujourd'hui, on se pose la question si c'est pas un mythe, si c'est pas vraiment le lieu, parce qu'il y a des traces de fer. Vous voyez, peut-être qu'on saura un peu plus. Bon, les griots, je vous parlais du baobab et des griots, et les griots avec leur balafon sont des gardiens de la parole, des poètes, des diplomates. Bon, Ablaye Sissoko, heu, qui est un des joueurs de kora les plus, aimés, dernièrement et au festival à Toronto, il dit: «On ne devient pas griot, on est griot». Vous voyez la kora qui a 21 cordes. Bon, j'avais prévu de vous faire écouter un petit peu de kora, peut-être que je terminerai sur ça, je vous ferai écouter vraiment à la fin. Bon, qui dit Sénégal, évidemment, des cuisines traditionnelles, hein, dit, marché, les marchés, vous verrez, les marchés sont partout, aussi et chaque plat raconte une histoire de mémoire familiale. Alors vous avez trouvé une cuisine, je vous parlais du riz tout à l'heure, le plat traditionnel, le plat sénégalais, c'est le tiboudienne, c'est du riz au poisson, c'est la convivialité. Là, la photo que vous voyez ici, c'est une photo que j'ai prise lors d'un j'étais invitée à un baptême et le plat, vous allez trouver souvent la recette de la famille qui est transmise et souvent, de façon traditionnelle, on mange avec les mains, et on mange tous de la même assiette et manger avec les mains est très important parce que c'est un moment de convivialité aussi. L'autre plat, alors oui, ça c'est du riz, hein, c'est du riz avec la tomate et c'est un tout petit riz, c'est différent du riz que je vous ai montré tout à l'heure. L'autre plat traditionnel, c'est du yassa, yassa poulet, yassa poisson et en fait, c'est une sauce, heu, qui est ici. Alors le poisson, c'est le roi des poissons, c'est le tiof, et ce poisson, il est mariné, c'est vraiment la marinade. Souvent on dit: «Je vais habiller le poisson et je vais le déshabiller» lorsqu'on prépare et il y a autant de recettes, possibles parce que chaque personne va aussi faire son influence et l'influence de sa famille
Et c'est une sauce à base des oignons qui marine avec le jus de citron. Et je vous parlais tout à l'heure du baobab. Hein. Et le fruit, le baobab, il donne un fruit qu'on appelle le bouilli. Et ce sont des deux boissons qu'on boit partout. C'est l'hibiscus, le bissap, bon, qui a plein de vertus aussi, et le bouilli. Alors le bouilli qui est consommé aussi en signe de bienveillance, en signe de réconfort, qu'on offre. Hein, dès que vous arrivez, on offre le bouilli. Alors après, aujourd'hui, on sait toutes les vertus. Le bouilli, c'est le plus grand concentré. Hein. Voilà, vous le voyez ici. Vous pouvez le manger comme ça. C'est le plus grand concentré de vitamine C aussi. Puis bon, le bissap, il y aurait tout un travail à faire et ça pourra donner après lieu à une autre conférence sur les vertus de ces plantes, puisque en fait, le bissap, il est consommé en Afrique de l'Ouest depuis des siècles. Et à la base, il était consommé comme une plante médicinale aussi. Et puis là, on trouve par rapport à... C'est pour ça que je vous dis, la nourriture, c'est passionnant. Quand vous allez au marché, d'être avec quelqu'un de local qui va discuter avec tous les marchands et en fait, pratiquement toutes les épices ont une vertu médicinale. On utilise beaucoup, beaucoup d'épices. Et là, l'hibiscus aussi, il va arriver de l'Égypte, il va passer par le Sahel. Après, vous allez le retrouver aux Caraïbes également. Et puis, presque en train de finir notre conférence, un des éléments aussi de cette culture sénégalaise, c'est la lutte sénégalaise que vous trouverez partout. Alors ça, c'est une affiche que vous verrez à Dakar. Hein. La lutte sénégalaise, c'est pas juste un combat de boxe, loin de là. La lutte sénégalaise, c'est d'ailleurs, elle est assez. Les règles sont très particulières. C'est une lutte qui peut faire penser un petit peu aux luttes japonaises des sumo. Les lutteurs, ils ont un salaire qui est assez important d'ailleurs. Il y a au sein de ceux qui font de la lutte sénégalaise, c'est une lutte qui est aussi une croyance, puisqu'on se prépare pour le combat de façon magique. Oui, ici le monsieur, en fait, il est en train d'enduire les lutteurs d'une potion pour le rendre invincible. Alors, vous savez, si vous êtes dans la route et qu'il y a un combat à Dakar, on vous dit ne prends pas la route ou tu la prends une fois que le combat est fini. En fait, il y a deux éléments de la société sénégalaise, c'est le football et la lutte aussi. Et alors, vous voyez tous les bracelets qui portent le lutteur, ce sont des bracelets faits en cuir sur lesquels vous avez des inscriptions de versets magiques aussi, parce qu'on dit qu'il ne suffit pas d'être un bon lutteur, mais il suffit aussi d'être protégé par les éléments spirituels. Alors peut-être que j'aurais pas le temps de tout vous dire sur les lutteurs. Hein. J'avais préparé même un nombre d'éléments, parce que j'ai pu interviewer certains de ces lutteurs qui vont vous parler de leurs croyances aussi. Et souvent, quand ils perdent, ils jettent à la déchetterie de Dakar leurs amulettes parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas été assez protégés. Mais vous pouvez il y a des tenues entières d'amulettes pour la protection à la lutte sénégalaise. Et vous voyez, c'est sport, magie et sorcellerie. Là, il y a toute une préparation corporelle magique. Et là, alors, on dit souvent le lutteur invincible et son talisman. Un gris-gris qui le rend imbattable. Le lutteur qui chante et danse. Un duel improbable. Et là, vous savez, une fois qu'il gagne, je vais vous dire, une fois qu'il gagne, il va défiler dans toute la ville parce qu'il n'est pas uniquement un humain qui a gagné, mais on dit qu'il a toute cette force puisque ces gris-gris l'ont permis d'être dans un pouvoir qui est autre que le pouvoir de la lutte. Alors,
Dans la teranga, comme je disais ici, on tue le temps là-bas, le temps vous tue. Il y a ce rituel du thé, le thé qui est un thé vert, enfin là-bas c'est le thé vert qui est, mélangé avec de la menthe. C'est vraiment le symbole de l'hospitalité. Partout, vous verrez dans la rue, les gens qui prennent le thé et qui vous servent le thé. Et il est servi en 3 tours. Donc je vais vous dire, si vous êtes pressé, passez votre tour. Le premier tour, c'est la patience. Le deuxième tour, c'est l'amitié. Et le troisième tour, c'est la générosité. Il y a beaucoup de philosophie hein, autour de ce thé qui est servi. Alors qu'on peut boire au milieu de l'après-midi et qu'on peut boire aussi après le repas. Et on dit qu'il y a l'amertume, la douceur, pardon, l'amertume, la douceur et la légèreté. Et que ça symbolise aussi la vie et les cycles de l'amitié. Et alors on dit aussi, le thé se boit lentement comme on écoute un ami. Il y a toujours, toujours des proverbes qui accompagnent ce thé. Alors ça, je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Gorée aussi. Le thé tout bas, vous voyez tout bas. Premier est amer, c'est la mort. Le deuxième, c'est doux comme la vie. Le troisième, sucré, c'est l'amour. Et vous trouverez toujours cette philosophie qui vous versera, quoi qu'on en fasse. Bon, Dakar, capitale d'art contemporain. Dakar aujourd'hui, c'est aussi la capitale de la mode. J'ai appris que le musée du Quai Branly fera une exposition sur les tissus et la mode en Afrique en 2026, à partir du mois de mars aussi, et également sur la SAP. Alors aujourd'hui, vous avez énormément de stylistes, mais de savoir-faire aussi, le batik de Thiès, le tissage CRR, comme vous voyez là, l'orfèvrerie. Bon, je ne pouvais pas amener toutes ces femmes et hommes, mais c'est surtout des femmes qui ont aujourd'hui ramené l'habit traditionnel comme la créatrice de la marque Nounou, Marie-Madeleine, mais qui vont prendre le boubou traditionnel et le transformer. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la manufacture de Thiès au nord de Dakar, qui est une manufacture traditionnelle. C'est des métiers absolument incroyables. Tout se fait encore de façon traditionnelle aussi. Donc on crée des motifs contemporains, comme vous voyez ici, hein, des motifs extrêmement contemporains, mais avec des savoir-faire artisanaux et traditionnels. Et puis, je vous parlais aujourd'hui la mémoire, enfin la musique. Hein, je vous parlais de ce tambour qui danse, qui chante, pardon, le tambour qui se joue tout seul. Et puis, on ne pourrait pas parler du Sénégal sans parler de danse. Le Mbalax, Mambalax, que je prononce peut-être pas très bien, ce genre musical que vous avez peut-être dansé, hein, c'est Youssou N'Dour qui va le rendre très fameux aussi, très populaire, hein, influencé du jazz, de l'afrobeat. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, mais après, une fois que la conférence se terminera, je vous invite à mettre un petit peu de Mbalax et vous allez commencer à danser. Il y a des concours absolument incroyables aussi. On se demande comment on arrive à faire tout ça. Et puis, la danse, elle a un rôle très important. Alors, de toute façon, la danse, la musique, l'expression culturelle aussi. Vous savez, le sabar en Wolof, c'est le dialogue entre le danseur et son tambour aussi. On a le tempo et puis votre corps, il bouge. Et puis le mbalax, c'est cette fusion entre les musiques modernes, l'afrobeat, le jazz, le pop aussi. Euh, la musique, elle a un rôle très important à Dakar. C'est une ville de musiciens aussi. Et la musique et la danse sont souvent associées. Et vous avez à Dakar l'école des sables qui a été fondée par Germane Acogny. Vous savez qu'il y a 2 semaines, elle a 80 ans et elle a dansé au théâtre je ne sais plus si c'était au théâtre de la Ville ou au théâtre du Châtelet, encore. Et cette école des sables, elle forme aussi les danseurs à une tradition de danse contemporaine également. On ne pourrait pas parler de Dakar sans parler du cinéma et sans parler d'Ousmane Sembène, évidemment. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais Ousmane Sembène, sénégalais, le père du cinéma africain, celui qui disait que le film est l'école du soir du peuple africain. Et c'est pour lui, le film était un outil d'éducation aussi. Bon, Ousmane Sembène, Safi Fall, Djibril Diop,
Vous pouvez voir, je vous invite aussi à voir le film La Noire 2. On est revenu aussi aujourd'hui beaucoup sur le film La Noire 2. Mais Safi Fall, par exemple, elle est la première femme qui va qui va filmer les villages traditionnels, qui va aussi montrer ce monde rural aussi. Vous savez, on n'en parlait pas tellement de ce monde rural. Djibril, par exemple, lui, il va avoir un cinéma, enfin un peu 73 aussi, il va avoir un cinéma qui est beaucoup plus... enfin, Djibril, il a plusieurs prix, notamment au Festival de Cannes, qui est un film, des films beaucoup plus oniriques. En fait, ce sont les premiers et les premières à ramener la modernité dans le cinéma aussi. Pays de littérature, on en connaît, on a beaucoup parlé tout au long de notre conférence. J'espère que ça va toujours. Léopold Sédar Senghor, mais Marianne Abba, Une si longue lettre, qui est le texte le plus lu d'Afrique aussi. Mariam Abba qui va parler aussi des conséquences de la société polygame aussi. Bon, je vous présente un petit peu quelques-uns des visages de la littérature sénégalaise. Bon, je vais passer un petit peu. Enfin, Mariam Abba, quand même, aujourd'hui on parle beaucoup des féministes africaines. Elle est une pionnière, une figure majeure de la littérature africaine. Aussi, celle qui va ramener dans son roman épistolaire, qui va ramener aussi la voix des femmes, qui va aussi être, son écriture, elle va être le seul témoignage de l'émancipation féminine. Et c'est le livre le plus étudié. Aminata Fall aussi, bon, qui va revenir sur des thèmes beaucoup plus récents, enfin elle est plus jeune aussi, sur la société sénégalaise, la justice aussi. C'est une des premières romancières à écrire un roman en français aussi. Fatou Diagne, Le ventre de l'Atlantique, qui est un livre magnifique. Et là, Fatou Diagne, elle va ramener le problème des identités aussi. Europe à Afrique, qu'est-ce que c'est aussi être africain, être européen? Et je vais terminer sur l'art contemporain, parce qu'aujourd'hui, la Biennale de Dakar, elle ne vient pas de rien. Elle vient évidemment du premier festival des arts nègres. Et puis juste après l'indépendance, Léopold Sédar Senghor, il est conscient que fonder l'école de Dakar, c'est aussi une façon de créer une identité africaine. Et vous savez qu'il y a Joseph Zobel, martiniquais, qui va venir enseigner aussi, qui va être là au moment de cette grande aventure de l'école de Dakar. Et je vais terminer sur l'art contemporain sénégalais. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de vous présenter un marché, mais de vous présenter des artistes qui réinventent l'histoire du pays aussi. Bon, le choix était très difficile. Hein. Bon, je crois que je vous ai choisi des personnes, mais les morts ne sont pas morts. Nadarilo qui nous a quittés. Non, celui-ci, il est vivant. Ousmane Sow, qu'on connaît très bien, et Abdoulaye Diallo. Et c'est vraiment une réinventer les langages. Ousmane Sow, cette œuvre qui est ici, elle appartient aux collections des abattoirs de Toulouse. Et ça s'appelle Les Lutteurs aussi. Et Ousmane Sow, si vous avez l'occasion de visiter son musée, enfin c'est la maison d'Ousmane Sow à Dakar, hein, mais qui est un musée, c'est assez incroyable. Là, vous voyez aussi, il est surtout connu. Vous savez qu'il devient très connu, il est très tard, hein, il a la cinquantaine quand il devient connu. Il arrive avec la glaise à façonner l'expression de tout un peuple. Là, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé des Peuls et des peuples de Casamance. Nader Hilo, alors Nader Hilo, il fait les beaux-arts, c'est un contraste très grand. Nader Hilo, oui, je reviens encore avec l'art des origines, il va avec une sérénité, avec une dextérité, faire des figures qui peuvent beaucoup faire penser à Giacometti aussi. Il va parler de la mémoire, de la violence aussi, mais avec un détail. Regardez ces figures qui volent aussi. Je m'enthousiasme toujours parce que cette œuvre, j'ai connu Nader Hilo, nous l'avons exposée au musée d'Aper, et je vais vous dire, comment est-ce qu'avec un détail, un petit détail, on peut rendre vivant
Bon, l'envol, lui, il parlait aussi de l'esclavage. Il avait son atelier à Gorée, il parlait aussi des ancêtres. Et cette œuvre qui a eu le prix Léopold Sédar Senghor à la Biennale de Dakar, enfin 2 années consécutives, le Démiurge. Vous voyez, ce sont des figures, alors que lui, il disait, ce sont les ancêtres, ce sont les esclaves, ce sont tous ces âmes, bon, même dans le terme Démiurge, qui se lèvent et qui font leur propre chemin. Bon, merci Monique. Et je termine. Vraiment, je dis je vais pouvoir parler qu'1 heure, mais finalement le Sénégal me guérit petit à petit. Abdoulaye Diallo, plus connu comme le berger de Ngor, qu'on a eu l'exposition aussi de présenter, premier artiste sénégalais. Alors, oui, peut-être que certains et certaines peuvent se dire, mais artiste contemporain, bon, il vient de nous quitter, il avait 72 ans, mais en tout cas, Abdoulaye Diallo, il a été un des premiers à faire un cheminement très intéressant aussi, puisqu'il va ramener au sein de sa peinture des traditions. Il va peindre l'ethnographie. Là, ce que vous voyez ici, il va peindre un rituel, qui est le rituel d'une dop, qui est un rituel de possession. Il va peindre les femmes, la femme sénégalaise qui est ici. Il va peindre l'européenne qui est possédée par un rituel. Il va peindre le moment où on essaie de faire sortir son rituel. Mais lui, il aimait beaucoup aussi la culture européenne, il aimait beaucoup Klimt. Donc il va faire venir aussi dans ses tableaux une panoplie de personnages. Et là où c'est aussi intéressant, et c'est ce tableau-là que nous avons exposé l'année dernière, enfin il y a déjà 2 ans, au Musée de l'Homme à Paris, c'est qu'il va réinterpréter, il va, je dis encore il allait peindre dans un hommage qu'il fait. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est une copie d'une gravure qui a lieu il y a des milliers d'années. On ne sait pas très bien, ça passe au Zimbabwe. Ça illustre un mythe et ça a été copié par une équipe allemande dans les années 20. Et lui, il va réinterpréter ce que lui-même il a vu aussi. Il va réinterpréter les mythes. Et ça, c'est vraiment toute cette capacité qu'ont les artistes sénégalais. Vraiment, c'est une culture qui est une mémoire vive aussi. Et je vais terminer quand même sur la mémoire vive, sur les affiches, sur les affiches du Festival de Dakar aussi. Bon, la Biennale de Dakar a lieu tous les ans. Il y a une année où elle ne s'est pas faite. Il y a la Biennale In et la Biennale Off. C'est un moment assez extraordinaire. Et je ne sais pas si j'ai encore, parce que j'ai été très longue et j'imagine que vous ne pouvez plus m'écouter. Je vais finir sur le musée des civilisations noires, ce musée qui est pensé depuis des années, et le musée des civilisations noires qui a été inauguré en 2018, en partie avec... Enfin, c'est un projet colossal aussi. Enfin, le projet, il est pensé depuis 1926. Vous voyez, en 1966, on revient sur ça et on l'inaugure en 2018. Vous avez, c'est un musée où on trouve l'histoire de l'Afrique, des expositions temporaires, des expositions permanentes, des salles où il n'y a rien. Et quand vous arrivez au musée, sidérant, c'est cet arbre. Bon, je ne reviendrai pas sur les scandales du marché de l'art contemporain aussi sur cet arbre. Et le directeur du musée Amadi Bokoum, à l'époque, il voulait vraiment que le visiteur arrive et qu'il ait cette sensation, un élément qui soit un élément africain. Parce que pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tout ce qui était la culture africaine. On a enlevé à l'Afrique sa propre africanité. Et là, vous avez ce baobab qui fait 12 mètres et 22 tonnes, qui accueille le visiteur. Et vous tournez autour, vous ne verrez que ce baobab. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais il est là aussi. Bon, vous savez, comme je travaille dans les musées, c'est vrai que c'est un petit peu la déformation de vouloir aujourd'hui lancer des questions sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quels sont les rôles des musées aujourd'hui, qu'est-ce qu'un musée comme celui-ci. Il y a tout un travail de rendre un musée attractif. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on montre. Bon, 300
300 000 visiteurs par an. C'est un musée qui est surtout visité par les Européens, par les étrangers, pas forcément par la population sénégalaise, mais qui souligne un certain nombre de questions aussi. C'est quelle histoire on raconte, à qui on raconte et qu'est-ce qu'on veut laisser. Vous voyez, aujourd'hui, les choses changent, hein, mais pendant longtemps, il y a eu cette idée que les Africains ne parlaient pas de leur propre histoire. Et le Sénégal, le Bénin, le Togo, et j'espère bien d'autres pays, hein, mais en tout cas le Bénin, le Sénégal et le Togo, aujourd'hui sont pionniers dans cette réflexion qu'un musée est tout sauf un lieu mort, et qu'un musée, il est là pour transmettre l'histoire d'un passé qui est colonial, mais qui est une histoire d'un passé aussi, et qu'ils sont là aussi pour montrer que dans ce lieu-là, on fait vie. Et bon, comme disait Léopold Sédar Senghor, le geste africain est d'abord un geste de partage. Et le directeur, il a beaucoup insisté que c'est ici, vous voyez, dans ce musée des civilisations africaines, qui aurait ce geste de partage. Donc, je m'arrête là. Merci. J'ai été un peu longue. J'espère que ça va. Merci beaucoup, Egidia, pour cette superbe conférence, pour votre passion, la passion de l'Afrique qui vous anime, et en particulier du Sénégal que vous connaissez bien, très bien. Et on espère que vous serez nombreux à partir en voyage avec Egidia au Sénégal. Alors, j'essaie de vous envoyer un petit message. J'y arrive pas parce que c'est trop lourd. C'était pour vous montrer un petit peu les prochains voyages au Sénégal, et notamment celui que va accompagner Egidia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en attendant que je vous mette ce lien. Et Egidia se fera un plaisir de vous répondre. Alors, c'est vrai que j'avais tellement, encore beaucoup, beaucoup de choses, hein. J'avais prévu aussi de vous montrer les vidéos. Et des fois, je suis enseignante, alors les enseignants, on est toujours un peu pris dans plein d'histoires. Bah, merci. Voilà, je vous envoie le voyage qu'accompagnera Egidia sur le Sénégal, au Sénégal, donc, en février prochain. En avril, pardon, C'est prochain. avril, non? En Oui, ouais, avril. c'est avril. Bon, là, je vais vous dire la chance que j'ai eue aussi, c'est que moi, j'ai travaillé pour le musée d'Aper, j'ai travaillé pour le musée du Quai Branly aussi. Par rapport à mon travail, je suis aussi la responsable des relations entre l'université euh, et l'Afrique. Nous venons de monter des projets avec le Sénégal aussi. On s'occupe aussi du partenariat avec, bon, je vais tout vous raconter, mais du partenariat avec les pays africains et le Sénégal en termes d'enseignement universitaire est passionnant, en termes de mélange. Je vous ai mis aussi le lien vers le voyage Bénin-Togo que vous accompagnerez cette fois-ci en février, c'est celui-là. Donc en avril, le Sénégal et le Bénin-Togo en février avec Egidia. Merci encore à tous. Merci, merci beaucoup. Egidia, on va mettre votre petit extrait musical pour Ah oui, terminer la oui. conférence, si vous voulez. Ah bah oui. On reprogramme, Monique, je vous rassure, on reprogrammera le voyage avec Egidia, bien sûr, en 2027, hein, ça c'est sûr. Allez, Bon, merci à là, je tous. vais vous dire, avant de partir au Sénégal, là, dans 1 semaine et demie, je serai sur la petite île du Cap-Vert, hein, qui est juste en face du Sénégal. Donc, oui, je ne vais pas être loin, je penserai à vous. On a aussi un nouvel an au Sénégal que peut-être Egidia va accompagner. Je vous mets aussi le lien avant de nous quitter. Hop, je fais des copier-coller. Tac. Et voilà, le lien vers le nouvel an au Sénégal. Et puis, on termine la conférence en musique. Oui. Merci encore à tous et à très bientôt. Je vous rappelle que les prochaines conférences, c'est le cycle sur l'art gothique de Thierry Soulard qui commencera en novembre. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Activités culturelles. Merci encore et à bientôt. Merci.
J'ai l'impression, Egidia, que malheureusement, votre vidéo ne marche pas, ne fonctionne pas. Sinon, Ah, tant pis, ouais. alors, Faut vous que je savez quoi? Il y a pas de pro il y a une phrase qu'on apprend toujours. On dit souvent qu'il y a pas non, je sais Donc du coup, vous la retrouverez sur YouTube. C'est Balaké Sissoko, hein, c'est ça? Je vous entends plus, Egidia. vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, en fait, Balaké Sissoko, je disais, il a une influence tellement grande. Il va former un tas de musiciens et en fait, je voulais absolument vous faire écouter cette chanson et vous savez quoi? Je vais la mettre avec mon téléphone en haut-parleur parce que c'est Et une puis après, chose que on alors, se quittera comme ça. oui, mais je vais vous dire une chose, quand vous êtes à Dakar, vous savez, au départ, on en fait, quand on arrive en Afrique, on ne peut plus rien contrôler. On dit toujours: «Vous avez une montre, mais vous n'avez jamais le temps» et tout est imprévu. Alors, ça va venir. Nam Sira, Nam Sira, Nam Sira m'a dit. Alors, est-ce que Ah, je crois qu'on a perdu Egidia, tant pis. Merci à tous encore une fois. Vous pouvez retrouver l'extrait musical sur YouTube et à très bientôt en novembre pour nos prochaines conférences. À bientôt.